Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'aime.
Donne-moi les paroles. J'aime. Donne-moi les paroles. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Donne-moi les paroles. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Donne-moi les paroles. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Donne-moi les paroles. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Donne-moi les paroles. Et bonjour à tous, messieurs, dames, bien le bonjour, 16h48. Il est l'heure du Juste Bistrot, ça y est, c'est l'heure, nouvelle semaine, semaine de plaisir, semaine de grand chelem. On est ensemble pendant une semaine tous les soirs, sauf accident. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une tuile, attention. Mais normalement, on est pas mal. Normalement, on va passer une belle semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en forme, que vous avez passé un bon week-end. Surtout, ça c'est le plus important, un bon week-end, que vous êtes régalés, vous êtes fait plaisir. Vous le savez, c'est lundi, c'est la bonne habitude. Dites-moi ce que vous avez fait de sympatoche ce week-end. Voilà, un petit truc qui vous a fait plaisir, qui vous a fait du bien. C'est important de parler des petits bonheurs qui font les grandes différences. Voilà, on commence tout de suite avec un slogan qui est celui de Jiffy, qui a des idées de génie, évidemment. On remercie également Skunk Kamikaze pour le subprime, 27e mois, merci les amis. Il y a tous les copains qui sont là, il y a FFLNA, il y a Monsieur Dagon, il y a mon Karim CHU Haute-Pierre, il y a tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. C'est important, voilà. Gigot d'agneau, nous dit FFLNA, ça c'est vrai. Gigot d'agneau, on était bien. Gigot d'agneau, c'est bon. L'agneau, c'est bon. L'agneau, c'est bon. Je pense qu'on peut le dire. Soledona qui nous dit: j'ai cuisiné des choux farcis aux escargots et béchamel persillé. Alors ça, tu vois, je pense que c'est typiquement le plat, le genre de plat français. Sur le papier, ça a l'air éclaté. C'est vraiment Nuit d'amour avec Christine Boutin. Mais en fait, c'est très bon. En fait, c'est un plat qui sent le terroir, ça. Et j'aimerais bien goûter. Donc, prochaine fois qu'on se voit, on va manger ça. Voilà, c'est réglé. Non, ça a l'air très très bon. Voilà, j'en zoome. Photographe. C'est excellent, dit Soledona. Mon Hervéro qui dit: on a mangé au restaurant Le Satonnet à Lyon. Andouillette boss, sauce moutarde de fou. Voilà, ça c'est bien. Vous avez de la chance, j'ai bien mangé à midi. Donc j'aurais pas trop faim. Lux Talu à 88 nous dit: bonsoir, petit cake et nuggets maison. Les petits bonheurs avant de faire les heures sup aujourd'hui avec le bistrot dans les oreilles. Et ben voilà, hein, c'est toujours mieux dans les oreilles le bistrot. Voilà, toujours sans autre. Voilà, bœuf bourguignon pour qu'une d'une 73 avec une purée de beurre aux pommes de terre. Ça c'est pas mal. La recette Robuchon, ça c'est quelque chose. Hein. La recette Robuchon pour la purée, c'est quand même ouais, c'est fort, Robuchon. D'ailleurs, pour commencer, voilà, sur les vrais sujets, merci à mon Socrate Chableux que j'ai rencontré à Paris, à l'Apollo Théâtre jeudi dernier, qui était là. Et oui, évidemment, on va revenir sur Paris. Quelle aventure, quelle belle soirée, on s'est éclaté. En sachant qu'on a une belle émission. Je reviens sur Joël Robuchon, alors façon de parler, parce qu'évidemment, on l'embrasse. Mais je reviens après. On a une très belle émission aujourd'hui, je vous le dis. J'ai décalé un petit peu les programmes. Demain, on parle de stoïcisme, c'est officiel. Voilà, on va répondre à cette question. Je regarde plus les médias, ça me déprime. On va essayer de réfléchir sur ça. Ce sera demain. Aujourd'hui, on va parler de Morandini, on va parler de Dominique de Villepin et on va revenir sur cette déclaration de Monsieur Mandon sur cette histoire qu'il faut apparemment accepter de perdre nos enfants. Ça m'a gonflé. Je vous le dis tout de suite, tout le monde m'a gonflé. De l'Élysée jusqu'aux médias alternatifs, j'en ai plein le fiac. Donc on va se faire une séquence juste milieu. Je vais vous proposer mon point de vue là-dessus. Chacun en fera ce qu'il veut. Mais j'en ai marre que nous devenions les complices de la peur. Voilà. T'as vu, c'est bien teasé. Ouais, non. Ah, c'est bien teasé. Je suis pas Pierre-Jean Chalençon, mais j'ai des effets de manche. Alors lui aussi, j'y pisse au cul d'ailleurs. Haute parenthèse, je commence à plus en pouvoir. Le Polnareff de Wish, il commence à me bander. Sérieusement, on va faire une vidéo sur Pierre-Jean Chalençon bientôt, savoir un peu qui est-il véritablement, parce que j'en peux plus de voir cette folle de partout qui raconte n'importe quoi en permanence pour faire parler de lui, à faire des clips musicaux. Là, il a sorti des dinguerie absolue dans un interview où il est là pour faire pour faire le pitre, en vérité, vraiment pour faire le pitre, et on arrive à parler de ce mec, il est dans les médias, enfin ça me rend taré. Donc évidemment voilà, il va manger notre ami le plumeau napoléonien, comme on a envie de l'appeler.
Bref, ça c'est pas pour aujourd'hui. Revenons évidemment. Merci à mon Babcom 5 pour le Supreme 41e mois. Et évidemment, Joël Robuchon, parce qu'on part de là. On part de là. Joël Robuchon, moi, l'un de mes plus gros regrets en milieu supermarché. Voilà, et là je me livre. On commence la semaine avec beaucoup d'émotions. Donc vous allez me chercher un rouleau de PQ parce qu'on va chialer aujourd'hui. Je sais pas si vous avez connu la... Attends, c'est pas délice, c'est le fleuron de canard. Fleuron de canard, Fleury-Michon. Voilà. Là, je m'adresse aux spécialistes. Là, je m'adresse aux gens sérieux qui ont connu ce fleuron de canard. Voilà, les lumières s'éteignent, tu vois, l'électricité pleure, le téléphone pleure, tout le monde pleure. Ça, je peux vous dire que j'en ai dégommé des boîtes. J'en ai dégommé, mais dans des quantités. Des quantités assez non négligeables. Le fleuron de canard. Non, parce que... Alors, je vous explique, parce que je suis obligé de tout révéler. La personne qui est à ma gauche actuellement dans ce bureau me demande un lien, bon, parce qu'il fait mine de travailler. Il s'y est mis il y a 10 minutes, là. Donc là, c'est vrai, il ne faut pas le ralentir, surtout. Et il vient de me demander un lien d'une vidéo, d'une surprise qu'on est en train de vous préparer. Je cite, voilà, les relations de travail chez Juste Milieu. Merci, et le lien, je me le fous au cul. Voilà les conditions de travail, donc c'est ça le truc. Ce à quoi j'ai répondu oui, naturellement. Voilà, le groupe vit bien, tout va bien. Donc, tu me coupes en plus en plein sujet sérieux. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Non, mais ça, c'est le début de l'antisémitisme. Il faut se mobiliser. Non, Fleury-Michon, fleuron de canard. Sincèrement... J'en ai déboîté des boîtes, c'était bon. Et là, je demande à ceux qui connaissent. Voilà, mon Karim, il dit, il était excellent ce fleuron. Voilà. Déjà, fleuron, putain, c'est le Concorde dans ton estomac. Je dirais, il y a le côté fleuron de canard. C'est pas n'importe quoi. Voilà, et merci Edouard pour le sub. Magnifique. 46e mois, c'est beau ce que tu fais. Magnifique. Ça te sera remboursé, évidemment. Pas de problème. Voilà. Avec plaisir. Tu sais, j'ai envie de te dire un truc pour casser les codes, t'es quelqu'un de super. J'adore ce que tu fais. Merci. Donc voilà, il y a Véro Galou qui sait absolument. Véro Galou, si je dis pas de conneries, t'étais à Paris. On s'est vu à l'Apollo, hein, c'est ça. Hein. Je crois que c'est bien toi hein, qui m'a parlé de Jeanne d'Arc. Hein. Je vais pas balancer, mais voilà. Je crois que c'est toi. Oui, sur le pseudo. Tu m'as dit, c'est ça. Non, il y avait Véro quelque chose. Si, c'est Véro Galou. J'ai un doute. Mais en tout cas, Véro Galou qui dit « Oh là, oui, moi aussi, Rémi, en rentrant du boulot, entre 2 tranches de pain de mie. » Mais oui, c'était magnifique ce fleuron de canard. C'était extraordinaire. Donc vraiment, j'ai beaucoup de peine. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai beaucoup de peine. C'est que ça a disparu. Fleury-Michon ne le vend plus. Et ça m'a peiné. Voilà, ça m'a peiné, comme on dit en Italie, évidemment. Donc voilà, on commence l'émission avec une information de premier plan. Si vous cherchez ce fleuron de canard, il est là-haut. Il est là-haut avec Claude François, avec Carlos, avec Goebbels. Il est là-haut avec tous les grands. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Donc on va enchaîner parce qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions là. On commence très très fort cette émission. On va attaquer avec des gros sujets aujourd'hui, je vous l'ai dit. On a une belle émission, on a des beaux sujets. Et déjà, voilà, je commence avec ça, les amis, parce que quel bonheur. Et c'est toujours un plaisir aussi de vous raconter a posteriori, c'est l'italien, ça veut dire a posteriori. Paris la belle, Paris la grande, c'était... en tout cas, je me suis régalé. Voilà, il y a des spectateurs qui étaient là, qui sont cachés dans l'équipe du Juste Bistrot, je les vois. Il y avait Véro Galou, évidemment, qui m'a offert un moment d'anthologie. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, Véro Galou, c'est que je le montrerai dans la semaine, parce que maintenant on filme tous les spectacles à chaque fois et on va découper plein d'extraits, plein de moments. Il y a eu beaucoup d'impro à Paris, je vais pas vous mentir. Le spectacle en général dure 1h35, 1h40. Là, on a fait 1h50, bien pesé. Hein. Vraiment, pour une fois que j'arrive à durer autant dans ma vie, c'est quelque chose. Et c'est vrai que soirée incroyable, on s'est régalé vraiment. 300 personnes, une ambiance de fou. Hein, on dit Paris. Hein. Non, Paris, c'était grand, c'était beau. On a passé vraiment un moment super. Et puis au bar masqué. Après, on était dans un bar à bière formidable, à We Are Brewers à Paris. Alors je vous recommande parce que là, c'est pas l'homme qui parle, c'est l'amateur de Malte. Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie une White Stout. Alors Stout, normalement, c'est des bières brunes. Vous avez l'orge, donc c'est du malt torréfié qui donne l'amertume à la bière, qui donne la couleur brune, qui donne tout ça.
Là, c'est une bière blonde qui est infusée au café. Donc t'as l'amertume du café, t'as la couleur sombre du café. J'avais jamais goûté ça, c'est extraordinaire. Donc allez à We Are Brewers, c'est au 16 boulevard Jules Ferry, je m'en rappelle, j'ai donné l'adresse à la fin du spectacle. Vraiment, je leur fais la pub bien volontiers parce qu'on a été reçus comme des rois. C'était super, c'était vraiment super. Le bar était blindé, on était une centaine, c'était n'importe quoi, mais on s'est régalé. On s'est régalé jusqu'à 1h30 du matin, c'était magnifique. Voilà, c'était super, bisous. Et il y avait plein de copains qui étaient là. Il y avait mon Victor Philippiac que vous retrouvez dans Juste Mensuel de temps en temps, évidemment, je l'embrasse. J'ai vu mon Belkacem Méziane qui est dans le banquet. Bah oui, parce qu'on travaille entre copains finalement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon Belkacem qui était là, extraordinaire. Un puits de musique. Alors, enfin, un puits, on se connaît pas si bien, mais je veux dire, sur le plan culturel, sur le plan de la culture. Oh là là, mais abonnez-vous au banquet. Moi, j'ai pris 2 abonnements. En vérité, j'en ai pris 2. Belkacem Méziane, formidable. J'ai été à Paris, ça me fait plaisir de rencontrer monsieur et madame. Ah oui, parce que maintenant, c'est la famille, on est ensemble. Donc, on se régale. Et mon Calimero 75018 qui dit: tu nous as régalé, Rémi. Mais merci, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que vraiment, moi, je me suis régalé. Ouais, niveau ambiance, Paris, ça titille. Ça titille quand même. C'est fort ce qu'on vit. Il y a tout le temps des belles ambiances, mais Paris, à chaque fois, c'est une belle surprise. Merci à Subskills pour le subprime 34e mois. Merci les amis. Véro Galou, que j'embrasse évidemment, qui était là, voilà, avec Socrate Chableux aussi, dans l'équipe du Juste Bistrot. Il y avait plusieurs copains, c'était cool. Et Véro Galou qui dit: les cuves à l'intérieur du café, magnifique. Ouais, vraiment, je vous invite à aller faire un tour. C'est juste à côté de Place de la République à Paris. Et franchement, les bières sont délicieuses. J'ai pas goûté le manger personnellement, mais voilà, en tout cas les bières étaient super, l'endroit est vraiment cool, donc ça régale, voilà, ça fait plaisir. Et oui, c'est vrai, avant que j'oublie, avant que j'attaque les sujets, parce qu'il est déjà 17h, ce soir les amis, je vais devoir partir vers 18h15. Et on va se retrouver, alors merci, il y a une pluie de subs, merci à La Popopiette pour le subprime 10e mois, et Véro Galou, décidément, pour le sub 38e mois, pardon, merci, ma Véro, que j'embrasse, qui est pas terrible en histoire, ma Véro. Je vais montrer l'extrait tout de suite, de toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai le temps. Mais on se retrouvera, donc pour ceux qui veulent, après le Juste Bistrot, je serai chez le camarade Lou Divergent, voilà, vous avez été plusieurs à me faire remonter sa demande d'interview, et ben j'ai dit oui, avec plaisir, voilà, c'est l'esprit juste mieux, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai à cœur en fait dès que j'ai des propositions d'interview pour aller chez des petites chaînes, je dis ça sans aucun mépris parce que c'est voilà, en termes de taille, que ce soit des chaînes de 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, j'ai toujours pour principe d'accepter parce que symboliquement, alors c'est un symbole qui n'existe que dans ma tête, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai l'impression de renvoyer l'ascenseur, si tu veux, de quand moi j'avais commencé avec Let It Be, j'ai fait pendant 4-5 ans, j'étais une toute petite chaîne pour le coup, tu vois, j'avais 1000, 2000 abonnés, j'aurais aimé avoir des interviews avec des chaînes un peu plus grosses parce que ça fait de la pub, ça fait de la visibilité, et donc voilà, j'ai ce petit code d'honneur dès que je peux d'y aller. Jeudi, je peux vous dire que je serai à 19h chez Johanna Adenin, par exemple, tu vois, voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'avais plus rien à foutre d'aller dans les gros médias. De toute façon, il n'y a plus d'invitation. Donc, au moins, voilà, si on peut se régaler avec plein de copains. Voilà. Donc, rendez-vous chez Lou Divergent à 18h45. Ça va débattre. Ah, il paraît que ça a chié des bulles carrées. Donc, on va se régaler. Faites péter les scores, voilà, chez l'ami Lou Divergent. Ça fait plaisir. Voilà. Le rendez-vous est donné. Nico Rasson 64700 dit: je parie mon premier sub que tu ne traiteras pas les 3 sujets en 1 heure. En vrai, je suis pas serein non plus. Mais on va voir. Mais on va y aller. Justement, on va y aller tout de suite. L'actu n'attend pas. L'actu est brûlante. Et on commence avec le volet pédocriminalité, évidemment. Et on attaque avec Morandini, qui est un habitué de l'émission. Vraiment, je crois qu'on peut le dire. Il y aura bientôt une séquence, peut-être du nom de Jean-Marc Morandini, parce que là, je ne veux pas vous en parler tous les jours. Vous aurez noté, la semaine dernière, on n'en a parlé qu'une fois quasiment. Mais c'est dur de ne pas parler de lui parce qu'il cumule les dingueries, notre ami Morandini. Donc là, maintenant, je vais faire des petites compiles. Voilà, je m'autorise une séquence Morandini tous les mois parce que cette ordure, en fait, n'a vraiment aucune morale. Et non content d'être présumé innocent, mais potentiellement coupable des faits qu'on lui reproche, on va pas revenir sur le dossier, en plus, il fait des leçons. Il fait des leçons, alors on le savait par rapport à la justice, par rapport à l'efficacité de la justice en France, mais là, petite nouveauté, Jean-Marc Morandini fait des leçons par rapport à la pédocriminalité.
Oui, parce qu'il dit qu'en France, on gère pas bien la pédocriminalité. J'ai réécouté la séquence 43 fois, et c'est vrai. Ce qui est dit est vrai. Donc, je vous mets ça. C'était le 14 novembre, ça fait une dizaine de jours, sur CNews, en direct. Qui, moi, m'a intrigué, voire révolté ce matin. C'est la lettre d'une jeune fille qui s'appelle Isaline et qui a écrit au garde des Sceaux Gérald Darmanin. Alors son histoire fait froid dans le dos parce qu'elle a été violée pendant près de 6 ans par son beau-père alors qu'elle était mineure. L'homme de 62 ans a été condamné par la cour d'assises du Morbihan à Vannes à 12 ans de prison pour agression sexuelle sur sa belle-fille. Donc jusque-là, tout peut paraître normal. Mais figurez-vous qu'il a été libéré après seulement 2 mois d'incarcération. Il avait fait appel et il s'était plaint des conditions d'incarcération. Il trouvait qu'en prison, c'était insupportable parce qu'il y avait trop de monde dans sa cellule. Isaline est dévastée, bien évidemment, en apprenant que cet homme est dehors. Tu vois, parce qu'en plus, Morandini vient te faire chialer sur des affaires de pédocriminalité en disant « Décidément, la justice ne fait pas bien son travail. Si elle le faisait, ce mec-là serait derrière les barreaux et pas ceux dont il demandait les photos. » Donc, tu te dis quand même... c'est cocasse. C'est cocasse. Tu sais, c'est vraiment Bernard Madoff qui t'anime l'émission avec Julien Courbet sur les escrocs qui volent du pognon aux pauvres retraités, tu sais, qui font des escroqueries au téléphone. Et t'aurais Bernard Madoff qui déboule, qui dit quand même, prendre le pognon aux honnêtes gens, mais vous avez que ça à foutre. Excusez-moi de me lever quand même, de m'élever contre ça. On ne prend pas l'argent des gens. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là. Alors, je vais quand même rappeler un fait sur Morandini. Autant on va pas refaire tout le dossier, mais autant quand on m'explique, oui, mais attends, les victimes de Morandini, c'était des quasi-adultes. C'est comme on dit, des jeunes adultes ou vieux adolescents. Je sais pas comment on dit. Chacun aura son terme. Merci à Fredo Diabolo pour le subprime 30e mois. Je rappelle quand même l'un des pans de l'affaire, de tout ce qui est reproché à Jean-Marc Morandini. Ça a été relayé notamment par ce compte Twitter de Fanny Marlier, qui est journaliste, concernant donc un jeune qui avait été victime de l'engrenage de ce prédateur sexuel qui est Morandini, un jeune à qui Morandini avait proposé de venir sur Paris. Je vous lis le passage de l'enquête. Le 19 avril, elle lui propose, alors elle au sens... Enfin oui, Catherine, donc c'était un pseudonyme utilisé par Jean-Marc Morandini pour faire des castings avec des hommes. Il se cachait derrière un pseudonyme de femme. C'est pour ça qu'il y a elle dans l'article. Le 19 avril, elle lui propose de venir à Paris rencontrer le producteur. Jules lui explique qu'il ne peut pas, car ce jour-ci est l'anniversaire de son petit frère, il va avoir 14 ans. Catherine saute sur l'occasion. Et pourquoi vous n'emmenez pas votre frère pour le casting ? Vous avez des photos de lui, je ne vous ai pas dit, je crois, mais mon fils de 15 ans a fait le casting aussi devant moi. C'était amusant, il s'est lâché aussi. Elle insiste, on vous invite tous les deux au casting, tout frais payé. Le 20 avril 2016. Citation du Jules, donc victime. Je lui ai envoyé des photos d'un acteur américain, Ronan Park, que j'ai trouvé en tapant blond ado dans Google Images. Nous raconte-t-il. Catherine veut savoir si les deux frères se sont déjà vus nus. Et détaillez-moi ce que vous avez fait. C'est allé jusqu'où fellation. Ne vous inquiétez pas, rien ne me choque, au contraire. Ça, ce sont des propos de Jean-Marc Morandini. Sous couverture d'une fausse identité, à savoir Catherine Leclerc. Donc, voilà qui est Morandini, si vous voulez. Donc quand ce mec fait des leçons sur l'efficacité de la justice concernant la pédocriminalité, tu te dis, bon, déjà il est à l'antenne. Et en plus, le mec fait des raisonnements. Tu te dis, mais attendez, ça s'arrête où en fait ? Ça s'arrête où l'histoire ? Je trouve ça absolument scandaleux. Et puis, tous ses collègues, je maintiens ma position là-dessus. Autant je vais pas faire 30 minutes, mais autant j'aime bien rappeler certains éléments qui me semblent fondamentaux. Ses collègues de CNews qui sont complices d'une forme de normalisation de la pédocriminalité, on ne le dira jamais assez. Regardez par exemple Pascal Praud qui... quelques jours après, c'était le 21 novembre, sur CNews, faisait des raisonnements en reprochant à Libération d'avoir couvert la pédophilie. Libération défendait la pédophilie dans les années 70 et appelait à réviser les textes concernant les rapports entre adultes et mineurs. Alors bien sûr, tout cela est bien loin. Voilà, donc... voilà ce qui se passe aussi sur CNews, c'est-à-dire que je vous renvoie vers la vidéo et vers la lecture avant tout de ce bouquin qui est extraordinaire, qui s'appelle Hypnocratie. Je vous renvoie vers ce bouquin, vraiment n'hésitez pas à le lire les amis, ou voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet si vous voulez, ou les deux, globalement vous faites ce que vous voulez, mais là on est absolument dans ce qui est décrit dans Hypnocratie, c'est-à-dire comment on maintient le pouvoir sur une population entière en la rendant complètement folle.
Et vous allez voir, c'est à peu près le thème de la journée. Après, on va parler de la déclaration. Il faut laisser mourir nos enfants, tu vas voir. Donc, on est vraiment dans l'hypnocratie, c'est-à-dire la succession de narratifs parfaitement contradictoires, de sorte à créer une forme d'hypnose chez les gens qui vous regardent. Pas forcément vos adversaires, directement chez les gens qui vous regardent. Et aujourd'hui, je suis sincèrement désolé, j'ai plus d'empathie qu'autre chose pour les spectateurs de CNews qui sont pour moi dans une forme d'hypnose. Je ne les déresponsabilise pas, je ne les infantilise pas évidemment, c'est un point de vue que j'ai là-dessus, mais comment voulez-vous qu'il y ait une cohérence entre CNews qui tient un discours en disant la justice fait pas son travail, il y a des criminels dehors, et Morandini qui est à l'antenne avec tous les faits qu'on lui reproche, et lui-même qui s'attaque à la mauvaise gestion, la mauvaise lutte contre la pédocriminalité en France. Donc on a, si vous voulez, une dissonance cognitive permanente qui rend les gens fous, ou à minima qui les hypnotise. On est vraiment dans un rapport contrarié au réel, où vous ne pouvez plus tenir pour vrai certains éléments parce que tout est contradictoire en permanence. Quand Pascal Praud reproche à la gauche d'avoir normalisé la pédophilie dans les années 80, ce qui est parfaitement vrai. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur Libération, les petites annonces pédophiles, la normalisation, la tribune qui avait été aussi publiée dans Le Monde, rappelons-le, en soutien à 3 pédophiles poursuivis dans une affaire d'agression sexuelle dans un camping du sud de la France. Donc, loin de moi l'idée de déresponsabiliser la gauche. D'ailleurs, on parlera cette semaine de l'affaire Cottineau, il y a du nouveau dans un dossier du Parisien qui est sorti aujourd'hui. Je me le note, on en parlera dans la semaine. J'ai plein de sujets, on va faire une grosse semaine, je ne vais pas vous mentir. Je me le note pour ne pas oublier le Parisien. Donc vous inquiétez pas, on parlera des affaires de la gauche si ça peut rassurer les fans de CNews, de dire que tout le monde est pourri. Voilà, c'est rassurant de se dire que notre monde est pourri, mais tout ça pour dire que l'hypnocratie c'est ça, c'est-à-dire vous accumulez les narratifs de sorte à créer une forme d'hypnose où l'individu n'est plus capable de voir ce qu'il voit. Comme disait Charles Péguy, on n'est plus capable de voir, mais même le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction factuelle entre quelqu'un qui est poursuivi pour des faits d'agression sexuelle sur le mineur, et cette même personne qui vous dit que la justice ne fait pas son travail pour poursuivre les gens suspectés d'agression sur mineur. Ça rend fou, c'est-à-dire que vous avez votre meilleur ami, votre collègue, qui a trompé sa gonzesse, vous l'avez vu parce que vous étiez dans la même pièce, et le lendemain, ce mec-là fait des grands discours au travail sur l'importance de la fidélité. À un moment donné, vous vous dites, mais attendez, est-ce que c'est la même personne ou on ne comprend plus, En votre fort intérieur, vous savez bien ce que vous avez vu. Mais quand vous voyez votre collègue tellement sûr de lui dans son discours le lendemain à la cafétéria, vous vous dites, mais en fait, est-ce que c'est le même gars ? Et donc, Morandini, c'est la même chose. CNews, c'est la même chose. Donc, je signe et persiste. Moi, ce que je vois, c'est une normalisation de la pédocriminalité, et ne nous étonnons pas si le détournement de mineurs dont Macron a été victime n'est pas tant dénoncé sur CNews, parce que ça va dans le même sens d'une normalisation de ce genre de faits qui, je pense, dans une société saine, moralement en tout cas, serait poursuivi bec et ongle, si je veux dire, bec, ongle, genou, tout. Donc, je prends vos commentaires là-dessus, sur un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais savoir ce que vous en pensez sur ce volet. Stratus 13 nous dit « Ça me fait penser au sketch des Inconnus où le préfet se fait attraper avec le coffre plein de drogue et celui-ci s'est empressé de féliciter les forces de l'ordre pour leur travail exemplaire. » Absolument, c'est ça. Victor Macno dit « Je regarde ces news pour savoir ce que dit le mainstream comparé aux infos que je glane sur les alternatifs. Ça exerce l'aspect critique. » Mais non, malheureux, tu peux regarder le mainstream, il y a des voix alternatives qui viennent porter des messages alternatifs sur le mainstream, donc n'hésite pas, t'inquiète pas, tu peux regarder que CNews, ça ira très bien. Non, je plaisante. Il y a de l'ironie là-dedans. The Way for des Lions, il dit « Il n'y a pas de contradiction quand tu recherches à qui profite le crime. Le souci quand tu te bois à une seule source, difficile de dire qu'elle a un goût de pisse. » Mon Karim Sèche, Haute-Pierre qui dit « Rémi, tu as vu le reportage de l'excellent média au fait investigation sur Morandini ?» Absolument. On en avait parlé la semaine dernière, ou celle encore d'avant, si je dis pas de bêtises. Et Flatipus nous dit non, c'est juste parce que Pro est un proche de la Macronie. Et Cuire le Cul dit à vrai dire, je sais pas exactement de quoi il est accusé et où en est la justice concernant Morandini. Bon, je vais pas refaire tout le dossier. Voilà, n'hésitez pas à creuser par vous-même, prendre la mesure des faits. Voilà, si ça vous interpelle ou pas. Voilà. Donc voilà sur ce volet, voilà le volet Morandini, eh oui.
qui nous embête, qui pose problème, évidemment, évidemment, on a le droit de le dire. Donc, on continue avec le gros dossier du jour. Je veux être sûr de faire ça, on verra pour De Villepin. Enfin non, on peut passer vite fait sur De Villepin, je peux vous montrer. C'est une séquence de la semaine dernière qui m'a interpellé parce qu'on a un De Villepin un petit peu moins sûr de lui, rappelez-vous. Concernant la Palestine, il avait été assez présent dans les médias il y a environ 3 mois. Et là, il est revenu sur LCI le 16 novembre avec des positions déjà plus curieuses, plus normales, on va dire. Et ça m'a interpellé, un petit extrait que je voulais vous montrer. Très clairement, les digues qui ont toutes sauté au cours des dernières années, à la fois par l'échec des gouvernements successifs, et c'est pour cela que tous les macronistes ont beau jeu aujourd'hui de vouloir enterrer le macronisme comme s'ils voulaient se dédouaner des échecs successifs. Mais le macronisme paiera la facture du macronisme. Ça, c'est une règle politique incontournable. On a l'impression que vous êtes fasciné par le RN, au sens comme si vous considériez qu'il est, pour vous, l'adversaire, vraiment l'adversaire numéro 1. Mais c'est extrêmement clair. Pourquoi ? Parce que je suis bien obligé, quand je regarde autour de la France, quand je regarde les États-Unis, le Trumpisme, c'est l'annonciation de ce qui va se passer en France dans 2 ans si nous ne réagissons pas. Aujourd'hui, la vraie question politique pour les Français, est-ce qu'il y a une alternative au RN ? Et quelle force peut l'incarner ? Et c'est pour ça que la démarche qui est la mienne depuis 1 an et demi, c'est de rassembler tous ceux qui, force sociale, force républicaine, force écologique, tous ceux qui refuse que la France change de régime. Voilà, donc on a un discours qui se fait déjà beaucoup plus normal, une sorte de proto-macronisme qu'on a du mal à comprendre, avec force sociale, force écolo, force rouge, enfin apparemment il veut diriger les Power Rangers, Dominique de Villepin. Ça j'avais pas vu venir, celle-là c'est vrai que je l'avais pas vu venir. Je l'imagine plutôt pas mal, dans son costume en lycra, à lutter contre les méchants, crinière au vent, hein, ça peut être pas mal. Dominique de Villepin, qui n'est peut-être pas de Villepine, si j'ose dire. Donc écoute, à voir. Voilà, mais tout ça pour dire, blague à part, que mitigé de plus en plus sur de Villepin. Je trouve qu'avait une position un peu plus dissonante, on va dire, notamment sur les questions géopolitiques, eu égard à son expérience sur le sujet, on va dire. Et là, on sait plus trop. Il s'était rapproché un peu de la gauche, mais en fait non, mais en fait oui. On sait plus trop qui fait quoi dans cette affaire. Donc affaire à suivre. On en reparlera de Dominique de Villepin, qui semble être sur la ligne de départ pour 2027, mais rien n'est sûr encore pour l'instant. Je crois que pour moi, il fait pas partie des poulains, voilà, des favoris, je crois bien. Bon, là on va aller dans le vif du sujet. Parce que j'en ai marre. Parce que j'ai le droit de dire des trucs. Voilà, j'ai envie de dire des trucs. Promis, juré, c'est pas pour ne pas me faire des copains encore, mais j'avais envie de vous proposer un exercice juste milieu. Parce qu'il y a trop de choses qui me chagrinaient. Moi, quand je suis chagrin, ça me donne envie de manger du pâté. Et si je mange du pâté, je grossis. Donc je peux pas grossir. Donc il faut que je dise ce que j'ai à dire. Comme ça, je suis pas chagrin. Après, ça va. Après, ça va mieux déjà. Ça va beaucoup mieux. Donc, on va revenir aujourd'hui sur la guerre en Russie, l'éternelle menace, mais surtout l'éternel piège. On va revenir en premier lieu, vous vous en doutez, c'est la déclaration qui a énormément fait parler du général Fabrice Mandon cet événement au Congrès des maires de France, c'était le 19 novembre. Et je voulais revenir là-dessus pour vous proposer, là encore, une lecture qui n'est pas la vérité officielle, qui est une lecture subjective, qui n'est que mon regard, mais comme on disait voilà, en Grèce antique, autour d'Athènes, il y a 2500 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Voilà, c'était en 700 avant Nikos Aliagas, on disait j'en ai plein le fiac. Voilà, en Grèce ancien, on dit ça. Après, voilà, la tournure latine, je sais pas trop ce que ça donnait, mais en grec ancien, c'était voilà, j'en ai plein le fiac de ce règne de la peur permanente qui nous pousse presque à en devenir des complices. Donc, je vais tout vous expliquer là-dessus. On va prendre le temps de réfléchir, tout simplement, de pas sombrer dans ces discours-là et de voir pourquoi ce qui est inquiétant, à mon sens, n'est plus ce que dit Macron ou ses sbires, mais ce que nous en faisons. Donc voilà ce que je vais essayer de développer devant vous aujourd'hui. On commence avec la déclaration initiale et évidemment le général Mandon qui nous a dit ceci au Congrès des maires de France. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter
de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. De souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà, bon, alors je vais faire du délit de sale gueule en même temps. Bon, voilà, je vous l'ai dit, je suis gaulé comme un bigorneau, je peux y aller de bon cœur, tu vois. Si j'étais beau gosse, je ferais pas du délit de sale gueule. Bon, je sais pas ce qu'ont les macronistes à avoir en permanence un charisme de grille-pain, mais le bon vieux général Mandon, c'est pareil. Tu dis, putain, on est passé du général Leclerc au général Mandon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, attention, le général, il a dû bricoler, je me fous de sa gueule, mais je pense que dans un 1v1, à mon avis, je tiens moins 1 minute. C'est-à-dire je tiens un temps négatif. C'est-à-dire potentiellement, le mec me regarde, je meurs. Je pense qu'il a une expérience sur le terrain que je n'ai pas. Donc faut pas déconner non plus. C'est pour ça que je fais un petit peu le malin, mais en fait, je fais pas le malin, en vérité. Donc on va arrêter ce genre de jugement de sale gueule. Ça ne se fait pas. Quelle indignité. Je vais écrire le journal de l'indignité. Ouais, non, bon, c'est pas le sujet. Donc là, Fabrice Mandon nous a dit ça. Donc là, il faut accepter de perdre nos enfants, qui deviennent stagiaires sur Europe 1. Non, d'aller au front. Alors, ce qui revient plus ou moins même, sauf qu'il n'y a pas de sous-sol en Russie. Donc, si tu dois aller au front, tu vas au front. Donc, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. La déclaration fait peur. D'autant plus qu'on a appris dans la foulée, 2 jours après, moins de 48 heures plus tard, on a appris par un journaliste expert spécialiste en spécialité totale de tout, en fait. C'est-à-dire, c'est plus ou moins ChatGPT sans cheveux. Sur France Info, on a un expert en tout qui nous a expliqué que cette déclaration avait été sans surprise validée en haut lieu du côté de l'Élysée. Bien replacer celui qui prend la parole, le chef d'état-major des armées, qui est le premier militaire, qui est bien sûr en activité, ne peut pas tenir ses propos sans l'autorisation et l'ordre du chef des armées, qui est le président de la République. Emmanuel Macron. Et ça, c'est un propos qui a été organisé par l'Élysée. Voilà, donc une fois de plus, sans surprise, vous allez me dire, mais c'est très important, voilà pourquoi je vous montre ça, parce que c'est très important pour l'analyse que je vais essayer de vous proposer. Une fois de plus, on comprend que pour faire preuve d'un tel cynisme, d'un tel manichéisme, il faut qu'il y ait Macron derrière. Bilan, il y a Macron derrière. Quelle surprise. Donc le Fabrice Mandon, je vous dis pas qu'il ne le pense pas, mais il a joué son rôle de porte-voix, il a fait le porte-voix, et semble-t-il, il a dit ce qu'on lui a dit de dire. Et puis de toute façon, au regard de la nation, ça n'est pas à lui de l'assumer. Donc une fois de plus, Emmanuel Macron brille par son courage. Alors c'est sûr que pour se taper la prof de français, il y avait du monde, mais pour dire aux Français les yeux dans les yeux, il va falloir cramer du Ruskov, là il n'y a plus personne. Donc bon, là encore, pas de surprise. On continue, Monsieur Mandon est venu dans C'est à vous. Alors qu'est-ce qu'un général des armées fou en face de Patrick Cohen, en dehors d'un restaurant, enfin en plus rien ne va dans ce monde. Monsieur Mandon a déboulé et il nous a fait un peu le service après-vente, ça c'était le 22 novembre, 3 jours après la fameuse phrase. Le choc est une réaction humaine et j'ai des amis qui ces dernières heures m'ont écrit, m'ont posé des questions. J'ai moi-même des enfants. Donc, naturellement, ce n'est pas des discussions qu'on a au quotidien, dans son entreprise, dans sa famille. Et quand vous avez une autorité militaire, le chef d'état-major des armées, qui s'exprime devant les maires de France et qui décrit ce paysage, pour moi, je mesure à quel point certains ont pu être inquiétés. Mais le rôle de cette intervention est d'alerter et de se préparer. Moi, j'ai une grande confiance dans notre pays et dans nos armées. Nos armées sont très fortes. C'est une référence en Europe. Et notre pays a toujours su faire face aux défis. Mais pour faire face à quelque chose, il faut s'y préparer. Voilà, donc Monsieur Mandon, dans un délire tamponné par McKinsey, semble-t-il, en tout cas dans le discours, dans la narration, avec ce sourire d'autosatisfaction qui rappelle les grandes heures de Gabriel Attal, hein, sauf que bon, c'est vrai que Gabriel Attal, la dernière fois qu'il est monté au front, c'était pour une bifle. Tu te dis, bon, il y a quand même un discours, on est passé à ça de... c'était pour faire de la pédagogie. Hein, vous savez, le fameux « les Français sont trop cons ». Oui, alors c'est vrai qu'on a dit qu'on allait envahir l'Égypte. Et c'est vrai qu'on s'en branle la vallée du Nil. Mais parce qu'on l'a dit en responsabilité. Je crois que les Français n'ont pas compris la pédagogie. Hein. Nos déclarations ont manqué de pédagogie, très clairement. Tu vois, on est passé à ça. Là, il ne l'a pas fait. Donc ça fait plaisir. Donc,
Ça, c'est une chose. Mais, monsieur Mandon, je vais vous dire ce que j'en pense très sincèrement, ça n'est absolument pas le problème. C'est un porte-flingue qui a fait ce qu'on lui a dit de faire. Parce que, et une fois de plus, les choses sont bien faites. Voilà, hein, comme disait le chirurgien esthétique des Bogdanov, les choses sont bien faites parce que le timing est incroyable. Alors, on ne sait pas par quelle magie, mais le mec nous sort cette dinguerie le 19. Le 22, service après-vente sur C'est à vous. Et le 23, qu'est-ce qu'on apprend dans les journaux ? Emmanuel Macron veut relancer le service militaire. Oh non ! Oh non ! Ils nous ont eu. Oh, c'est dingue. Ouais, on apprend, ouais. Emmanuel Macron. Alors, après le service national universel, qui n'a. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a rien à voir. Emmanuel Macron te ressort le service militaire. Dans un timing. Alors, le hasard fait bien les choses. Hein. Hasard. Gare Saint-Lazare. Parce que vraiment, fallait imaginer. Alors, on est sur... ils auront tout tenté. Hein. Le service national universel, qui était une sorte de Club Med avec des pistolets à billes. Là, maintenant, Macron... Alors, ce qu'ils nous ont dit... donc, ce sera... après, je lis l'article de La Tribune dimanche du 23 novembre 2025. Une promesse faite à la jeunesse en juillet dernier, après l'échec du service national universel, il proposera aux jeunes Français âgés de 18 ans un service militaire basé sur le volontariat dès 2026, payé entre 9 000 et 1 000 euros par mois pour une durée de 10 mois. Les volontaires ne perdraient pas d'année d'études puisque les crédits ECTS leur seraient octroyés, l'objectif étant d'en recruter 3 000 la première année avant d'atteindre 10 000 les années suivantes, puis 50 000 à horizon 2035. Donc, le SNU revient, une sorte de pôle emploi où on fait des pompes le matin. Et tu dis, le timing est quand même bien foutu. Puis moi, je me posais la question, je me dis, attends, cette déclaration pour faire peur aux Français, est-ce que ce serait pas du coup un coup de com'? Si. Non mais si, mais en fait, arrêtez d'être complotiste, parce qu'en fait, ils te le disent dans les journaux. Tu vois, je vous lis ce que nous dit la Tribune dimanche pour expliquer que... j'ai dit 9 000, pardon, entre 900 et 1 000 euros par mois. Excusez-moi, je vois dans le chat, ma langue a fourché. Hein. Ah ouais, I forced. Bref, 900 et 1 000 euros, évidemment, on est en France, faut pas déconner. D'ailleurs, si on pousse un peu, ça sera entre 9 et 10 euros par siècle. Donc, rigolez pas trop non plus. Excusez-moi, je fourchasse. Donc, tout ça n'est qu'un plan de com'. Et la Tribune dimanche te le dit, je vous lis. Donc, ils reviennent sur la phrase de Mandon. Sa phrase a été détournée pour faire peur, a regretté hier Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui aime pas qu'on fasse peur aux gens. Oh, alors ça, c'est génial. Et c'est Patrick Cohen qui refuse une bonne brasserie. Tu dis, oh non, arrête. Et l'article continue et nous dit « Reste une communication choc dont l'effet d'amorçage devrait préparer l'opinion publique aux annonces de la semaine prochaine. Selon nos informations, c'est jeudi, sous réserve que la situation en Ukraine ne modifie pas son agenda, que le président de la République devrait détailler ce nouveau cadre pour servir au sein de nos armées. » Donc en fait, tout ce que nous venons de voir, c'est un plan de communication. Mais ne soyez pas complotiste. Déjà, vous allez vous fatiguer. Vous connaissez ma ligne là-dessus. Moi, je déteste le complotisme parce que c'est fatigant. Vraiment, c'est chiant. Après, tu te ramasses Rudi Reichstadt et ses collègues sur le dos, hein, la grande vadrouille de la vérité officielle qui déboule en « Oui, c'est tous des cons sauf nous, faites des dons. » Ça va. Hein. Moi, j'ai arrêté le complotisme. Je lis les journaux et ça ira très bien. Vraiment, oh non, j'ai pas le temps d'être complotiste. Tu sais, moi, je rentre, je fais du vélo d'appartement. Bon, ça sert à rien parce que je suis gras comme un loukoum, donc voilà. Mais j'ai autre chose à foutre. Je vais prendre une douche, je regarde le rugby, j'adore le top 14. J'ai arrêté d'être complotiste, à essayer de réfléchir en disant « Ah, peut-être Macron, il fait peur aux gens pour vendre son nouveau truc à la con. » Oui. Mais lis les journaux, c'est écrit, donc arrête. Vous vous faites chier pour rien, vraiment, avec vos groupes Facebook... reptiliens du 32, non. Néo-nazis en Essonne, arrêtez, vous allez vous faire chier. Franchement, c'est chiant. Donc, lisez la Tribune dimanche, t'as la vérité officielle et ça suffit amplement. Donc, ils te le disent. Tout ça n'est qu'un vaste plan de communication pour créer, je cite, un effet d'amorçage qui devrait préparer l'opinion publique aux annonces de la semaine prochaine. Donc, on vous dit, on va aller tabasser la Russie et faire crever nos jeunes. Tout ça pour que Macron puisse lancer son truc à la con, histoire de remplacer l'échec cruel, cuisant même, c'est le bon mot, l'échec cuisant, the greed échec, que Macron eut avec le SNU. Donc,
tout ça n'est que de la communication. C'est du McKinsey pur jus, pour symboliser. Je ne sais pas si McKinsey qui est derrière pour ce coup-là, mais vous voyez bien que on le sait. Et pourtant, et c'est là où on rentre dans la fenêtre un petit peu piquante de ma vidéo, c'est là où pas être invité ailleurs pour ça, mais c'est pas grave. Je vous donnais tous ces éléments-là pour les mettre dans l'ordre, parce que je commence à en avoir, comme je vous disais en grec ancien, j'en ai plein le fiac. Parce que on est en train de devenir les complices de tout ça. Parce que la réalité, c'est quoi ? Pendant que Macron essaie de vendre, en fait, un moyen d'effacer médiatiquement l'un de ses plus gros échecs que fut le SNU. C'est-à-dire, c'était vraiment des flash mobs pour des jeunes qui pour certains étaient déterminés. D'ailleurs, c'est ça le pire, c'est que Macron a réussi à créer un échec là où énormément de jeunes qui ont adhéré au SNU étaient motivés, étaient déterminés. Ce que notre jeunesse avait de bon, Macron a réussi une fois de plus à en faire de la merde. Donc n'oublions pas ça, c'est que c'est évidemment un échec pour Macron, mais c'est d'abord un échec pour les jeunes qui étaient prêts à faire le SNU, en pensant que c'était bien, en pensant que c'était sérieux. Alors qu'en fait, une fois de plus, c'était un truc où il n'y avait pas de moyens, où les mecs déboulés, on leur a fait un polo bleu, blanc, rouge, made in China, et en vérité, bon bah voilà, fous le drapeau, et vas-y, bouge ton cul sur de Aya Nakamura, bon bah voilà, vive la France pour un FAMAS. Non, non, évidemment, échec, tu vois. Donc, c'est ça le pire. Et donc, les annonces de « on va faire crever nos gosses en Russie », orchestré par un président taré, un président malin au sens étymologique du terme, qui a l'habitude de faire des coups de com' du genre pour effacer en fait des choses qui ne dépendent que de lui. Et évidemment qu'il ne s'agit pas d'un conflit mondial, évidemment on va y venir sur ce point-là. Eh bien ça a quand même marché. Alors que la réalité, c'est quoi ? Macron joue au chef de guerre pour effacer un échec parce qu'il ne supporte pas ça. Il a la stabilité émotionnelle d'un bigorneau, donc évidemment que le mec, on lui a dit « ça va pas marcher », il dit « non, si, ça va marcher, alors je vais refaire autre chose ». Donc c'est un enfant de 6 ans qui a construit un truc en Lego, qui s'est pété la gueule, et il dit « non, mais c'est pas grave, je vais refaire mon Lego ». Maintenant, Kylian, on mange, il est 12h30, de toute façon, t'es con comme tes pieds, le Lego ne tiendra jamais. Voilà. Ça, c'est notre président. Donc ça, c'est une chose. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que sur le terrain, l'Ukraine est aujourd'hui au centre d'un... Alors, j'hésite entre immense et énième scandale de corruption, parce qu'on savait avant même le déclenchement du conflit que l'Ukraine était un pays autrement corrompu, largement corrompu. Là, il y a un scandale encore pire qui mouille le ministre de la Défense sur de l'argent détourné pour les achats d'armes. Enfin... À côté, Rachida Dati, c'est Mère Teresa. Vraiment, en termes de non-déclaration, de pognon qui circule, vraiment, l'Ukraine, c'est Ocean's 11. C'est vraiment braquage tous les jours, mais tout va bien. Donc ça, c'est une chose. Et dans le même temps, je peux vous montrer encore un article de La Tribune Dimanche, dans le même journal que ce que je vous ai montré. Vous avez les articles qui parlent de la politique française, qui mettent en avant Macron, la guerre, on va tuer nos jeunes. Ça, regardez, je vous le montre, c'est factuel. C'est page 14. Et regardez page 15, ce qu'on nous dit. Donald Trump a donné jusqu'à jeudi à Volodymyr Zelensky pour accepter un plan de paix très favorable à Moscou. Les alliés européens de Kiev cherchent la parade. Donc la Tribune Dimanche, déjà cette dernière phrase, les alliés européens de Kiev cherchent la parade. Donc la parade à la paix, ce qui veut dire la guerre, il n'y a pas d'autres mots. Bon, ça c'est une chose, mais l'Union européenne, c'est la paix, attention. Alors la paix Dieu, vous savez la paix Dieu, voilà, quand tu te rappelles Barroso qui était bourré une semaine sur deux et l'autre semaine il était ivre-mort, c'est la paix Dieu, c'est plus la paix Dieu. Donc l'Union européenne c'est pas la paix, tu vois, ils cherchent la parade à la paix, donc c'est une chose. Donc actuellement Trump négocie avec l'Ukraine, clairement en la défaveur de l'Ukraine, on va être très clair. Je vous lis ce que nous dit la Tribune Dimanche. L'objectif est de limiter la taille de l'armée ukrainienne à 600 000 hommes contre 800 000 aujourd'hui. Oui, c'est Jean-Claude Juncker qui était un ivrogne, pardon, c'est pas Barroso, Peucheur, on l'embrasse. Interdit à Kiev d'adhérer à l'OTAN et empêche de déploiement de troupes de l'Alliance sur le territoire ukrainien. Signe que le Kremlin tenait bien le stylo pendant sa réaction. Le plan exige toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées, interdites par l'Ukraine. C'est-à-dire que, pour résumer ce qui est en train de se passer, au moment où Macron instrumentalise un pauvre général, et je pèse mes mots, il est complice de la Macronie, il aurait pu ne pas le faire. Mais pour moi, le responsable, c'est pas lui, c'est Macron. On lui a mis des mots dans la bouche, des mots. Le pauvre Mandon fait ce qu'on lui a demandé, tout ça instrumentalisé par un président roi qui a la stabilité émotionnelle d'un gosse de 6 ans à qui on n'a pas amené de rouleau à la saucisse en sortant de l'école.
Et pendant ce temps, Trump négocie la paix et négocie notamment le fait que des troupes de l'OTAN n'entrent pas sur le territoire ukrainien. Donc on nous dit qu'on va faire crever nos gosses sur un territoire sur lequel on n'aura peut-être pas accès demain, parce que les Américains ne le veulent pas. Donc je vous épargne le chapitre sur la domination américaine de l'Union européenne et donc du cirque auquel nous avons droit, alors qu'en vérité, nous ne tenons pas le stylo des négociations. Mais ça, c'est pour vous dire ce qui se passe dans le réel. Dans le réel, sur le plan géopolitique, Macron est un mec qui est peut-être l'un des seuls, avec les journalistes qui en font la propagande, à croire qu'il a un rôle dans tout ça. Mais si vous voulez, c'est comme si moi je vous racontais que demain j'allais coucher avec Rihanna. Je peux vous donner tous les conseils du monde. Vous allez tous être là en mode Rémi, on t'aime bien, hein, on est abonné et tout, hein, pas de problème, super, bravo. Mais Rihanna, à mon avis, non. Non, je pense qu'elle préférait se taper un plot de chantier, à mon avis. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, parce que c'est pas gentil. Mais bon, à un moment donné, les désirs ont les désirs ont des limites. Les limites du réel, c'est-à-dire un désir c'est bien, mais il faut que ce soit réel. C'est-à-dire, si ton rêve c'est de faire une levrette avec Mickey Mouse, va falloir rouler un peu, parce que Mickey Mouse n'existe pas. Hein, désolé de briser un petit peu le mythe. Donc, ça c'est pour vous donner les éléments factuels. Et là on rentre dans le cœur de l'analyse qui pique un peu, et parce que franchement, j'en ai plein le fiac de tout ça, j'en ai marre, en fait j'en ai marre de ce genre d'affaires, où quand on met les choses à plat, on est en train de devenir complice, en vérité. Alors, j'ai plusieurs piliers sur l'analyse là-dessus, plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir sur l'analyse de tout ça, à la lumière de ce que je vous ai dit. Bon, déjà, les valeurs patriotiques à géométrie variable, on a compris. Hein, c'est-à-dire que mettre un drapeau français à ton balcon, c'est un scandale. Hein, évidemment, l'extrême droite, Mitterrand... Ah non, pardon, Vichy, mais pas Mitterrand, ça compte pas. Les nazis, les 7 plaies d'Égypte. Donc le drapeau à ton balcon, c'est non. Par contre, pour aller se faire crever, là, c'est vive la France. Ah, là, c'est... Bon, voilà. Là, t'as le droit. Là, t'as le droit d'être patriote. Patriote, c'est super quand il s'agit de te faire crever la peau. Donc... Je suis désolé, mais pour ces mondialistes qui nous gouvernent, pour ces gens qui défendent les structures supranationales de pouvoir comme l'Union européenne, l'OTAN et compagnie, soit vous poussez au patriotisme, donc vous tombez parce que vous n'êtes plus au pouvoir, soit vous instrumentalisez le patriotisme, et alors vous n'aurez derrière vous plus que des pigeons, en vérité, je suis désolé, mais Macron et toute la clique passent leur journée à vous dire que le patriotisme c'est dangereux, la défense de sa patrie c'est dangereux, c'est poussiéreux, c'est tout ce que vous voulez, et on va quand même essayer d'enrhumer ceux qui y croient pour aller se faire crever en Russie. Donc je veux dire, déjà, si on analyse l'argumentation tranche par tranche, déjà ça c'est ridicule. Le patriotisme à géométrie variable, c'est ridicule. Ça c'est une chose. Deuxième point de l'analyse, Macron nous rejoue sa carte de la guerre. C'est là où je suis sidéré en fait. Je suis sidéré de ce qui se passe parce que on nous rejoue tout le temps le même numéro. Et vous avez toujours des gens pour les relayer. Et ça je vais y venir, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que c'est tout le temps pareil. Macron joue à la guerre, joue à la peur, instrumentalise la peur depuis le début ou presque. Je vais pas vous refaire l'épisode du Covid. Le mec était en guerre contre un virus. On s'est battu en se mettant des cotons-tiges dans le nez. À mon avis, demain on déclare la guerre à la Russie, les cotons-tiges, on va pas les prendre dans le nez. Tu vois, bon, il a toujours joué cette carte-là. Il a toujours instrumentalisé la guerre pour faire peur au peuple et asseoir sa domination. Et là, rebelote. Et on est là en disant « Oh, la guerre, dis donc, putain, peut-être c'est vrai. » Si on ne prend pas Macron au sérieux, dans ce cas-là, on ne s'enflamme pas pour ce genre de déclarations, qui sont des coups de communication, je vous l'ai démontré, article de la Tribune Dimanche à l'appui. Donc, c'est toujours pareil. Rappelez-vous les présidentielles 2022. Je le rappelle rapidement, Emmanuel Macron a détourné la légitimité de l'élection présidentielle de 2022 en instrumentalisant la guerre en Ukraine. Je vous rappelle l'émission de l'entre-deux-tours qui s'appelait Face à la guerre sur TF1, où l'Élysée avait insisté pour que les candidats ne se croisent pas, ne débattent pas, ce qui est hautement scandaleux, ce qui est un détournement de la sincérité du scrutin. Chaque candidat avait 10 ou 15 minutes pour s'exprimer seul face aux journalistes. Et Macron était arrivé en jouant au chef de guerre. Il avait détourné l'élection en disant « Mais attendez, vous croyez que j'ai pas autre chose à foutre ?» au moment où nous étions au début du conflit, déclenché en mars 2022. Donc, c'est sidérant. Macron a toujours fait ça. Et quand c'était pas l'Ukraine, c'était le Covid. Et quand c'était pas le Covid, c'était les gilets jaunes.
Là aussi, il y avait une instrumentalisation de la peur. Donc, il a toujours fait ça. D'autant plus qu'on a un président instable émotionnellement, voire instable tout court. On a un président qui joue à la guerre et on a un président qui a assumé sa fameuse stratégie de la grenade dégoupillée. Rappelez-vous la dissolution après les européennes de 2024, c'est Le Monde qui révèle cet article en disant que la phrase de Macron « J'ai lancé une grenade dégoupillée dans leurs jambes, on va voir comment ils réagissent ». Donc voilà qui nous gouverne, voilà le genre de taré qui nous gouverne. Donc on le sait qu'il va faire ça. Et le pire, c'est qu'il le fait. Et on est toujours là à se poser des questions. Ouais, mais fou peut-être, mais la guerre, mais vous vous rendez compte, c'est grave. Donc, à un moment donné, on arrive au passage un petit peu piquant de l'analyse que je vais vous proposer, mais c'est très important qu'on puisse en débattre. Donc, dites ce que vous en pensez, les amis, que vous soyez d'accord ou pas, c'est très important, vraiment. Je pose une idée sur la table pour créer la réflexion, plus que, évidemment, la division, plus que je ne sais quoi. C'est vraiment pour créer de la réflexion et qu'on puisse apprendre aussi à voir ce qu'on voit et qu'on puisse se poser toutes les questions. On a le droit, sans vexer, sans je sais pas quoi, on a le droit. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'interpelle dans cette déclaration, le traitement, en tout cas médiatique, de cette déclaration de Fabrice Mandon, c'est que l'opposition, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit politique, qu'elle soit alternative, commence à faire partie du plan. Cette déclaration de Fabrice Mandon, moi, je n'avais pas entendu parler. Je l'ai vu traiter sur les réseaux sociaux, sur YouTube et compagnie, et par beaucoup de médias alternatifs. Donc, une fois de plus, bon, ça plaît pas. C'est mon opinion, je suis prêt à en débattre avec qui veut, il n'y a aucun problème. Mais quand je vois... oui, c'est Fabien. Pourquoi j'appelle Fabrice ? Fabien. Quand je vois le traitement qui a été réservé, où tout le monde déboule, c'est la guerre, Macron la guerre, on veut tuer nos gosses, c'est scandaleux, on va faire une lettre au maire de France. Mais attendez, vous foutez de la gueule de qui en fait ? Vous êtes en train de devenir les porte-voix d'un système qui règne avec la peur, qui a besoin de diffuser la peur pour fonctionner. Et aujourd'hui, ceux qui se font les relais de cette peur sont ceux qui sont censés combattre. Sont ceux qui sont censés dire « Mais attendez, on a compris, ils instrumentalisent la peur pour faire n'importe quoi. Donc n'ayons pas peur. Chers spectateurs, chers lecteurs, n'ayons pas peur, ça sert à rien. Vous avez vu, ils font ça à chaque fois. Donc non, n'ayez pas peur. Venez, on va faire un barbecue, on va rigoler, on va manger un coup. N'ayez pas peur. » Donc, à un moment donné, je me demande sincèrement si les gens qui sont censés être les plus critiques d'Emmanuel Macron ne sont pas finalement une chambre d'écho utile au pouvoir. Regardez les médias mainstream. Les médias mainstream ont fait moins peur que certains médias alternatifs ou certaines voix alternatives. Au-delà du fait que je l'apprécie, que j'apprécie sa démarche politique, Florian Philippot, ça va trop loin. Ça va trop loin. On a besoin de ce genre de déclaration maintenant pour faire des vues, pour faire je ne sais quoi. Mais si on a établi le constat que Macron avait besoin de la peur pour fonctionner, si on a établi le constat que Macron était l'adepte des grenades dégoupillées, c'est-à-dire il dit des dingueries, ça fait des fenêtres médiatiques et au moins ça lui laisse du temps pour continuer à massacrer le pays. Si on a compris tout ça, pourquoi on rentre dedans ? Dans la polémique, j'entends. Pourquoi ? Enfin, à un moment donné, c'est la définition de la folie. De répéter sans cesse la même chose en s'attendant à un résultat différent. Donc... là encore, je parle de Florent Philippot parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus symbolique. Je vais faire gaffe à pas trop tailler parce que ça va encore me retomber sur la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Presque on devient un élément du plan de com de Macron. Parce que aujourd'hui, essayons de nous mettre dans la tête de Macron, ce qui est un exercice fort compliqué. Mais essayons de nous mettre dans sa tête. Le mec, il est à l'Élysée. Il sait qu'il a les médias mainstream dans sa poche. C'est lui qui domine, c'est lui le patron. Tous les milliardaires qui achètent des médias se soumettent au pouvoir en place. Donc s'il dit une connerie, il dit n'importe quoi, ou il fait dire n'importe quoi, il sait que derrière, il va y avoir une amplitude dans les mainstreams assez importante, voire très importante. Et il sait aussi que de l'autre côté, il va y avoir des médias alternatifs qui vont débouler et qui vont hurler à la chose, qui vont amplifier, en sachant très bien que ça n'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi pour ça que je vous dis ça. J'appelle à la rigolade et à la légèreté, c'est ce que je vais faire là. Je pousse mon petit coup de gueule parce que j'en ai plein le cul, qu'on ne soit pas assez agile pour comprendre qu'on commence à faire partie du plan. Et qu'au fond, les plus réceptifs à la peur
sont ceux qui sont censés avoir compris comment ça marche. Et aujourd'hui, ceux qui ont le plus peur, c'est nous. Je veux dire, les boomers, pour prendre la case, moi je déteste cette case, mais pour prendre le terme à la con, les boomers qui regardent LCI, ils en ont absolument rien à foutre. Vraiment, vous avez des gens qui déjà brillent par leur égoïsme, si tu veux. On va envoyer des Français crevés, ils en ont absolument rien à foutre. Donc, ce sont nous, les complotistes, qui sont censés avoir le plus de légèreté par rapport à tout ça, vu qu'on a percé à vif les mécanismes de la gouvernance Macron. Parce que, mettons les choses à plat, et c'est là où on va rentrer dans la légèreté et la rigolade. Je veux dire, à un moment donné, comme disait Peggy, voyons le plus dur est de voir ce qu'on voit. Macron veut faire la guerre, ok, super. On va faire comment, en fait? C'est-à-dire qu'on a 3 semaines de munitions, d'après un rapport sénatorial qui est sorti. En cas de conflit de haute intensité, on sort 3 semaines, on tient 3 semaines. En fait, ouais, alors, on veut mettre une branlée à la Russie. Ok, donc on va résumer la guerre. On va résumer la guerre, c'est-à-dire qu'on va faire une guerre à un ennemi qui n'est pas le nôtre, pour des enjeux qui ne sont pas les nôtres, et avec des armes que nous n'avons pas. C'est-à-dire, c'est quoi le plan en fait? On déboule en Russie, on fait des castagnettes comme ça, clac, 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 qu'est-ce qu'on fait? On envoie Louis Sarkozy, on envoie Bilal Hassani. C'est quoi l'objectif en fait? Moi, c'est pas que je dis pas qu'à un moment donné ça peut être sympa, si ça pète, il y a une ambiance. Pam pam pam, on est pas mal. Mais on fait quoi en fait? C'est qu'à un moment donné, même factuellement, si on avait envie de croire en cette guerre, qui est évidemment absurde, et Macron joue au chef de guerre comme il a toujours fait, on va pas remonter ces 2 mandats pour comprendre que vous avez quelqu'un d'instable qui a besoin de la peur pour dominer, et de la division. On l'a dit 1000 fois. Donc on veut faire des guerres, on va faire quoi? Louis Sarkozy va offrir des cajots de mangue piégés? On va dire, goûtez cette mangue. J'ai jamais goûté une mangue. Et là, il y a Vitali qui va débouler, tu vois. La mangue. Alors l'accent russe c'est nul, hein. Je vais même pas le faire, je ne me lance pas là-dessus. En fait, Louis Sarkozy, sa prochaine séquence sur TikTok, c'est « J'ai goûté une balle de Kalachnikov, je ne savais pas qu'une balle pouvait avoir autant de goût. » C'est quoi l'objectif? C'est qu'à un moment donné, mettons les choses à plat, je veux dire sérieusement. Même si on avait envie d'y croire, qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on faire dans cette galère? Et c'est pour ça, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, mais arrêtons d'avoir peur, c'est précisément le but. C'est précisément le but. Quand quelqu'un veut vous faire les poches pour vous voler votre portefeuille, vous lui donnez pas dans la main. Donc, faut arrêter 2 minutes. Et même si on a envie de paniquer, même si on se dit, ouais, c'est vrai, on va faire la guerre à la Russie, mais comment on va la faire? Nos soignants avaient des sacs poubelles pendant le Covid. Nos soldats, on va leur donner quoi? Des nerfs? Des drones de chez Boulanger à 200 balles? Et j'ai plus de piles, Thierry. Mais on est toujours à Châteauroux, donc ça va être long jusqu'à Leningrad. C'est quoi l'affaire, tu vois? Donc, à un moment donné, on n'est pas sérieux, en fait. On joue à se faire peur, mais c'est sur quelque chose qui factuellement n'est pas crédible. Pour avoir peur du loup, il faut que le loup existe. Donc là, aujourd'hui, avoir peur de la guerre en Russie, où on va tuer nos gosses, mais comment? C'est pas que je veux pas, mais on n'a même pas les moyens de tuer nos gosses. C'est horrible ce que je dis, j'en conviens. Mais on n'est pas sérieux, Et là encore, poussons le raisonnement jusqu'au bout. C'est évidemment ironique, vous avez compris ce que je vous dis. Mais au fond, je le pense. Le scénario du pire. Imaginons, allons au bout du raisonnement, vraiment, on va au bout du truc. Le scénario du pire. Macron veut faire la guerre. Il veut vraiment faire la guerre, et on fait la guerre. Il nous déclare en guerre, ça y est, c'est fait. C'est le scénario du pire. J'entends que je ne le souhaite pas, ce que je vais vous dire. Mais c'est juste pour voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de paniquer et de tomber dans le piège que Macron nous tend. Demain, Macron déclenche la guerre. Donc la France est officiellement en guerre contre la Russie. Alors on n'a aucune idée pourquoi. On ne sait pas. Pourquoi pas. Pendant que Trump négocie la paix, on ne sait pas. Officiellement, la France va devenir une dictature. Parce que qui dit faire crever nos jeunes, dit enrôlement de force. Parce qu'il y a nos jeunes dans les rangs des armées, évidemment, on a une pensée pour eux qui sont en première ligne dans tous les sens du terme, mais la phrase de M. Mandon, Fabien Mandon, avait pour objectif de faire peur, et il a dit, je cite textuellement, qu'on soit bien d'accord là-dessus, accepter de perdre nos enfants. Il n'a pas dit nos militaires. Donc on voit bien qu'il y a une possibilité d'ouverture à toute la population. Donc un enrôlement de force. Ce qui veut dire qu'aux yeux du monde entier, la France deviendrait une dictature, officiellement.
Donc, officiellement, il faudrait faire tomber Macron. Donc, à partir de là, même ce scénario-là du pire, où les menaces débiles et d'instrumentalisation de la peur de Macron et ses sbires, à partir du moment où ces menaces sont mises à exécution, officiellement, on a gagné la partie. Je vous dis pas qu'il va tomber du jour au lendemain, mais je dis juste que officiellement, la France sera devenue une dictature. Ce qui est aujourd'hui complotiste sera officialisé à partir du moment où il y aura un enrôlement de force des jeunes pour aller se battre dans un conflit qui ne les concerne pas. Donc le monde entier saura où on en est. Et il y a pas mal de gens dans le monde qui vont se dire « Tiens, la France a un problème. Tiens, ça y est, il y a un taré. » Donc c'est aussi ça que je veux dire. Même dans le scénario du pire, ça ne tient pas. Le scénario du pire ne tient pas. Ça n'est pas crédible. Macron ne peut pas faire ça, parce qu'officiellement, il serait le dictateur que beaucoup pressentent. Donc il ne peut pas le faire. À moins, et encore, mais même, on peut essayer d'imaginer plein de scénarios, on réfléchit ensemble, on peut dire un attentat sous faux drapeau. Bon, oui, mais dans ce cas-là, on arrive sur le scénario dont je vous parlais. On va envoyer qui? Avec quels moyens? Notre dissuasion nucléaire qui est à 2 doigts d'être cédée à l'Union européenne et donc à l'Allemagne. Je veux dire, concrètement, le poids militaire de la France ne nous permet pas d'avoir les moyens de nos menaces. On n'a pas les moyens de la peur qu'on veut créer dans le peuple. On envoie un kit de survie. Il a fallu 6 mois pour imprimer un fascicule. Et dans le kit de survie, ils ont mis quoi? Un jeu de société. C'est-à-dire, tu as une bombe nucléaire qui va tomber autour d'Amiens, mais on aura un Uno. Donc ça va, le gouvernement a dit prenez un Uno parce que le temps risque d'être un peu long. Si vous ramassez la bombe Satan 2 sur le museau, c'est bien d'avoir une quinte flush quand même dans les mains. Tu te dis mais attendez. Mais en fait, c'est complètement fou. Et on est complètement fou de croire à ça. Et je pèse mes mots, on est complètement fou de le relayer et de jouer à ce que Macron veut. C'est pour ça que je prends volontiers la carte de la rigolade, parce qu'il faut rigoler. Dire mais on n'a même pas les moyens de ça. Quand Xi Jinping déboule devant son peuple et dit bon, on va peut-être faire la guerre, Xi Jinping, tu dis effectivement, ils ont peut-être maintenant des imprimantes 3D pour faire des porte-avions, donc si la Chine s'engage, bon, le chinois moyen, il se dit bon, Xi veut que ça chie. Donc là, apparemment, ça va envoyer fort, donc, et puis il a les moyens de ses ambitions, monsieur Jinping. Nous, non. On fait des fascicules pour dire aux gens prenez des lampes torches, c'est un jeu de société. Donc on ne peut pas considérer que Macron est un dictateur sans moyens, est un homme minable, est un homme risible. On ne peut pas considérer ça d'un côté, et de l'autre côté le prendre au sérieux dès qu'il tente un coup de com' à la con pour se sauver le cul. L'un ne va pas avec l'autre. Donc, à un moment donné, et je veux finir là-dessus, une petite réflexion, alors un peu tirée par les cheveux ou pas, mais je voulais finir là-dessus, parce que ce que je vous dis là, ça me fait penser à une phrase de Jean-Paul Sartre, alors, tout ce qu'on peut lui reprocher évidemment, mais cette phrase qui lui a souvent été reprochée, alors, il y a plein de trucs qui lui ont été reprochés, il avait raison, mais cette phrase que j'aime bien, qui est « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Ce que voulait dire Jean-Paul Sartre, c'était le côté existentialiste, donc au cœur de sa pensée dans l'existentialisme est un humanisme, de dire que l'individu est la somme de ses actes. C'est-à-dire, l'alcoolique, c'est celui qui boit tous les jours. Voilà. Je résume très rapidement l'existentialisme, évidemment, mais c'est pas le sujet du jour. Mais cette phrase qui était de dire « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande », ça voulait dire, en tout cas, et c'est là où je trouve qu'elle est brillante, c'est que c'est dans les moments les plus durs, les moments les plus rudes, les moments les plus violents, que la plus pure expression de la liberté est possible. C'est dans les moments où on cherche à nous enfermer intellectuellement, dans nos actions, dans nos pensées. C'est dans ces moments-là que l'on peut exprimer avec le plus de puissance notre liberté. Notre liberté de dire non, notre liberté de fuir, notre liberté de rire. Et donc, je vous fais ce petit parallèle un peu de philo, mais je veux vous parler de ça. De dire qu'aujourd'hui, on est dans un tournant. Et peut-être que ça peut sembler galvaudé, le terme de résistance. Évidemment qu'il y a une connotation avec la Seconde Guerre mondiale, et le contexte n'est absolument pas le même, mais le mot du dictionnaire persiste, donc je l'utilise. Mais il y a une forme de résistance au moins intellectuelle, à ne pas sombrer dans les pièges de Macron. Et de dire que l'expression de la liberté, c'est de dire « Macron, je te pisse au cul ». Et ce jeu de la peur existe parce que les gens acceptent d'avoir peur. Mais comme je vous l'ai dit, mettez les choses à plat.
Mettez les choses à plat. Macron est un cul-de-jatte qui te dit qu'il va plus vite que nous aux 100 mètres. Mais à un moment donné, il veut déclarer la guerre à la Russie. Mais le monde entier se fout de sa gueule. Et il n'y a que en France qu'on le prend au sérieux avec des journalistes aux ordres. Mais même dans les médias mainstream, on en profite pour dire oui, mais alors, évidemment, Macron, il n'est pas sérieux, mais quand même, la guerre, vous avez vu la guerre. Arrêtez sérieusement. Alors, à cet argument-là, j'entends qu'on puisse reprocher le fait de dire « Oui, Rémi, toi, tu ris, t'es un rigolo, t'es un clown, c'est sympa, mais si demain, c'est la guerre, on fait quoi ?» Sur ça, j'aimerais vous rappeler un parallèle avec le Covid. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, au fond, c'est exactement ce que je vous disais pendant le Covid. J'essaie d'être cohérent intellectuellement. C'était que pendant le Covid, je faisais des blagues. Martin Blachier, Comedy Club, vous en rappelez, on a rigolé tous ensemble, c'était super. Mais à ce moment-là, on pouvait me dire « Ouais, mais Rémi, peut-être demain, tu vas mourir du Covid. » Et c'était vrai. Et c'est vrai que peut-être demain, on va vraiment faire la guerre à la Russie. Et peut-être que demain, je vais vraiment aller au front. Alors, on va rigoler, hein, parce que je suis pas bon. Mais c'est vrai que demain, c'est peut-être la guerre. Mais avec un peut-être demain, autant se suicider aujourd'hui. Donc, à un moment donné, tout le monde peut mourir demain. Ça peut tout le temps être la guerre demain. Mais qu'est-ce qu'on préfère ? Baisser les bras aujourd'hui, baisser les yeux et dire au fond Macron a raison. En fait, il a raison de nous faire peur parce que demain est une potentielle menace. Demain est toujours peut-être un peu la mort. Donc, soit on baisse les bras en disant bah ouais, Macron il a raison de nous faire peur en fait. Il a raison. Parce que demain c'est toujours pire. Que ce soit la Russie, le Covid, toute menace peut passer à exécution demain. Donc, soit on baisse les bras, on dit Macron a gagné. Soit on dit, mais Macron, je te pisse au cul. Et moi, je vais faire ma vie de la meilleure des manières. Si un drame doit survenir demain, eh bien, il surviendra. Parce que de toute façon, que je le veuille ou non, ce drame surviendra. La déclaration de la guerre à la Russie ou au Népal, à je ne sais qui, ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas de vous. Qu'on en rigole ou qu'on en pleure, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc à un moment donné, vous avez deux écoles. Ceux qui vont tous les jours se torturer la gueule en disant « Mon Dieu, c'est horrible la guerre, Macron, vous comprenez, abonnez-vous, faites des dons, prenez votre carte. » Ça, chacun sa technique. Et il y a la technique de dire « Oh, mais en fait, viens, on rigole, quoi. Viens, on rigole et on se fout de la gueule de Macron. Il ne mérite que mépris. Il ne mérite que mépris. » Donc on ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un qu'on méprise. On ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un dont on connaît les techniques de manipulation. Parce que pour se sortir de la manipulation, il faut voir ce qu'on voit. Et à partir du moment où on a compris qu'on était face à un manipulateur qui n'est même pas assez intelligent pour changer ses techniques de manipulation, eh ben on le méprise. Et on se moque de lui. Et on casse la manipulation en disant « Mais oui, tu veux que j'ai peur, ouais, t'as raison. Ouais. Ben va faire la guerre, vas-y. Vas-y avec Catherine Vautrin, tiens, on va rigoler. Vas-y avec la Josiane Balasco des Colorés, vas-y, on va rigoler. » Ne les prenons pas au sérieux. Le Covid, c'était pareil. On devait tous mourir. Alors évidemment qu'il y a eu des morts, c'est ce que je vous dis, mais ça ne dépend pas de nous à un moment donné. Ça ne dépend pas de nous. Donc, je dis juste que je comprends que cette position ne soit pas forcément facile à entendre, mais je dis juste qu'on ne peut pas devenir les relais de ce qu'on dénonce à longueur de journée. Si on joue à la peur nous-mêmes, dans ce cas-là, on a perdu. Et dans ce cas-là, on baisse les bras. Et moi, effectivement, ça n'a aucun intérêt qu'on fasse des blagues, ça n'a aucun intérêt qu'on essaie de rigoler, ça n'a aucun intérêt de faire un spectacle d'humour autour de ça. Mais moi, à titre individuel, je ne veux pas céder à ça. Je passe mes journées à critiquer Macron et cette propagande extraordinaire pour manipuler les cerveaux. Je passe pas mes journées à faire ça pour sombrer à chaque nouvelle connerie de Macron ou d'un de ses sbires, tu vois. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire là-dessus sur cette analyse, mais qui va au-delà de ça, parce que la déclaration de Mandon, il y en aura 50 comme ça encore. Hein. Ça a toujours été comme ça. Donc, ne nous attendons pas à des comportements différents. Et puis, là encore, poussez le raisonnement jusqu'au bout. Si vous avez peur de la menace, je l'entends. Je l'entends. J'ai quelqu'un de ma famille qui est militaire, donc si tu veux, et c'est même pas un argument. À la limite, on s'en fout. Que le Covid, on pouvait tous mourir du Covid. L'argument, c'était pas de dire j'ai quelqu'un de ma famille qui est vivant et qui risque d'avoir le Covid. À la limite, on s'en fout. C'est pas tant d'être concerné parce que nos concitoyens, la famille, les proches, les amis, le voisin, on connaît tous quelqu'un qui a un militaire autour de lui. Donc c'est toujours flippant, évidemment. Mais à un moment donné, je pense que si on met les choses à plat, tout ça n'est pas vraiment sérieux. Tout ça n'est pas vraiment sérieux. Et donc, si on ne casse pas ce cercle de la manipulation, Macron fera ce qu'il veut de nous. Et ne nous étonnons pas si le cirque continue, même après 2027. Si Macron manipule les élections et que nous, on est là à dire « Oh, la peur, mon Dieu, ça fait peur », j'ai peur qu'on s'en sorte pas. Donc, la manipulation de Macron, personnellement, je lui pisse au cul. Parce que tout ça est risible. Et je crois qu'il faut aller chercher la matière humoristique
pour vivre du mieux possible, non pas dans l'ignorance de ce qui se passe, mais justement dans la connaissance assumée de ce qui se passe, de ce qu'est le pouvoir macroniste, et qui est un pouvoir en vérité de nabo qui se prend pour un géant. Donc à partir de là, voilà un petit peu ma ligne. Vous en faites ce que vous voulez, mais j'avais envie de mettre un peu de positif, parce que ça fait 3-4 jours, j'en peux plus de ces histoires. Et je trouve ça parfaitement contradictoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Les amis, je prends vos messages dans le chat, évidemment. Là, on papote. Voilà, dites ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, c'est encore plus intéressant. Si vous êtes d'accord, c'est bien, évidemment. Je prends vos messages là-dessus. Il y a FFLN qui dit « Tu passes souvent à côté de pas mal d'actualités. C'est peut-être pas si mal après tout. » Dis-moi, camarade, par rapport à quoi tu me dis ça? Baldacat, c'est marrant, ça ressemble au moment drôle de guerre de la Seconde Guerre mondiale, mais pas du tout. Même ça, les parallèles historiques, moi je veux bien, mais la Seconde Guerre mondiale, l'animosité allemande après le traité de Versailles, je veux dire, il y a quoi de comparable par rapport à la Russie, la situation Russie-Ukraine, il y a quoi de comparable? C'est pas que je veux être dans un biais de confirmation, mais je veux dire, nos médias mainstream répètent tous les jours que c'est comme la Seconde Guerre mondiale. Ok, à quel niveau en fait? Qu'est-ce qui est similaire? Je comprends pas. Il y a mon Hervéro là-dessus qui dit c'est une guerre intérieure qu'ils vont mener. L'aspect du discours passé inaperçu, c'est le bon accueil que les maires doivent réserver aux soldats. Déploiement national, pourquoi faire? J'ai pas peur et oui, on en rigole. Tata Yo-Yo 36, ok Rémi, mais en attendant, il a les clés. Les suspensions du personnel de santé, c'est appliqué. Jojo l'astico-sauteur, pas tout à fait d'accord. Macron a toujours 2 voire 3 coups d'avance sur nous. Son plan final, je ne saurais le dire, mais la prochaine présidentielle qui saute me paraît de plus en plus crédible. Par contre, ce type de déclaration continue à diviser les générations et à éviter le débat sur des sujets encore plus sérieux, mais d'accord avec ta conclusion très urinesque. Synchronique, tu dois avoir un sacré problème de vessie, Rémi, pour pouvoir pisser sur autant de monde. C'est pas fou. Anarchy 08, c'est juste une énième panique morale, surtout qu'il exploite le concept de service militaire pour le flinguer, à croire que c'est un des buts. De plus, est-ce que le fait qu'il soit entré en guerre ne pousse pas la mise sous tutelle de l'UE? Monsieur Dagon, ça fanfaronne beaucoup pour pas grand-chose en effet. Victor Macno, non, car la drôle de guerre est après la déclaration de guerre. Je suis d'accord avec ça, tout à fait. Déjà rien que ça, évidemment. Cuire le cul, on va financer la guerre avec les bénéfices du Rafale à l'Ukraine. Socrate Chableu, pourquoi les maires sont restés dans la salle? Marion Maréchal, nous voilà, on devrait aller au discours de Macron et le montrer du doigt et rire de Macron. Mais absolument, mais c'est une expérience qu'on devrait faire un jour. Tu vois, c'est con, mais la puissance symbolique de ça, je suis sûr que ce serait énorme. Il y avait eu la claque dans la gueule de Damien Tarel. Je pense pas que ce soit la meilleure idée du monde. La preuve, la justice lui est tombée dessus fortement, trop fortement évidemment. Mais tu vois, faudrait que, je sais pas, un jour vous êtes dans un... mais que ce soit Macron ou des figures du pouvoir, on s'en fout, n'importe qui. Vous êtes dans des cortèges, tu sais, qui accueillent les présidents partout où ils passent, là. Les présidents, les ministres, tout ce que tu veux. Et la personne s'avance, elle va, le ministre, Macron, ce que tu veux, s'avance pour serrer la main, et tu éclates de rire en le pointant du doigt. Pointant du doigt, c'est important. Pas toucher, on touche pas à figure au pouvoir. Puis après, on a la main sale, c'est chiant. Mais d'éclater de rire, en fait. Parce que t'imagines la puissance symbolique de ça. Mais on pourrait l'imaginer dans un pays où effectivement les gens ne sont pas aux ordres, que ce soit les journalistes et compagnie. Sur la question des militaires, c'est encore différent parce qu'il y a la question de la hiérarchie, tu vois, donc il y a tout un débat là-dessus. Et ça aussi, je ne l'ai pas évoqué dans la séquence précédente, mais est-on vraiment certain que nos militaires iraient tous se battre pour la France de Macron face à une Russie qui ne leur a pas fait grand-chose? C'est encore un autre débat, j'en sais rien, je ne suis pas à l'intérieur du truc, mais t'imagines une conférence de presse pendant le Covid? Ça, je l'avais imaginé, j'en avais parlé dans ma conférence au Québec. Conférence de presse pendant le Covid, t'avais Jean Castex qui déboule à l'époque, qui annonce des mesures complètement cons. Et là, les 40, 50 journalistes présents éclatent de rire. Mais éclatent de rire. Mais t'imagines la perte de gravité du truc? Pourquoi nos puissants, nos dirigeants jouent tout le temps à la gravité? Ils ont des costumes, ils ont l'air graves, c'est sérieux ce qu'ils nous disent, aïe aïe aïe. Mais si demain, leur auditoire rigole, je te parle même pas de les huer, je te parle même pas de les frapper, c'est encore pire, c'est contre-productif. Mais le pouvoir du rire pour désamorcer cette fausse gravité, cette gravité feinte avec laquelle ils nous cassent les couilles à longueur de journée, où chaque discours, t'as l'impression, mais ils annoncent des trucs de fous, qu'ils ont découvert un vaccin contre la mort, alors qu'ils disent des conneries absolues. Donc,
je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier ça. Dire, ces gens-là ont le pouvoir symbolique qu'on leur donne. Et tu vois, quelqu'un comme Jean Lassalle, on a pris l'habitude de se foutre de sa gueule. Alors, pas nécessairement de se foutre de sa gueule, mais de le traiter avec légèreté. Aujourd'hui, il fait du spectacle humoristique, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais à l'époque où il était politicien, alors que le mec portait un vrai combat, ce mec a traversé la France à pied, il a fait une grève de la faim pour défendre des causes. On a quelqu'un de sérieux qui, pour le coup, a un ancrage territorial qu'on ne peut pas lui reprocher. Et ben, notre système médiatico-politique a gentiment imposé le fait qu'on le traite avec légèreté. Bon ben, on le prend pas au sérieux. Mais si on fait pareil avec Macron, imaginez si on fait pareil avec Macron. Et donc, dès qu'il arrive à nous jouer la guerre, on se fout de sa gueule. Oui, la guerre, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, évidemment. Va vider tes douilles avec Brigitte, on en reparle plus tard, tu vois. C'est absurde. Donc, tu vois, c'est un peu, pour la petite métaphore de Harry Potter, c'est comme le sort Ridiculus dans Harry Potter. Pour ceux qui ont vu le film, là, j'ai des références cinématographiques un peu poussées. Mais, tu vois, t'as une armoire et il y a un truc qui sort de l'armoire qui fait peur aux gens. Et chaque individu qui est devant l'armoire voit une sorte de cauchemar qui sort de l'armoire. Ça s'adapte à chaque personne qui est en face. Bon, bah, il sort un truc, il sort un sort. Du coup, enfin, il fait un sort, ça s'appelle Ridiculus. Et ça transforme l'objet de cauchemar en objet drôle. Pour comprendre que finalement, une même vision peut tout à coup passer du cauchemar à la rigolade. Et le pouvoir, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, c'est pareil. Et si demain, on va véritablement en guerre, je vous dis pas que je vais rester là en mode « Ah mon Dieu, que c'est drôle !» Mais en tout cas, j'aurais passé tout le temps qui précède la guerre, j'aurais passé une meilleure vie, j'aurais passé de meilleurs moments que des gens qui se mettent la gueule à l'envers, qui se rendent tristes, qui se rendent malheureux, pour au bout du compte arriver au même résultat. C'est ça presque, pas la leçon, mais ce que je veux vous dire de plus important, c'est que de toute façon, que vous déprimiez en vous disant « Mon Dieu, on va faire la guerre à la Russie », vous savez pas quand, mais en tout cas vous vous déprimez, vous gâchez votre vie, tous les moments que vous pourriez passer avec vos amis, avec vos proches, avec vos enfants, vous êtes toujours ronchon, la gueule à l'envers en disant « Ouais, mais toi de toute façon tu sais pas ce qui va se passer, on va en guerre ». Oui, mais en fait vous non plus. Vous non plus. Donc que vous miniez la gueule, que vous vous mettiez la gueule à l'envers, ou de rester avec la banane en disant de toute façon ça dépend de moi. Donc en attendant le feu d'artifice en Russie, bon ben on va se faire des entrecôtes, on va passer des bons moments, on va aller avec les copains, on va rigoler. De toute façon ça ne changera rien. Donc moi je préfère me fendre la gueule en travaillant, en essayant d'être conscient des événements, en proposant des analyses, en m'intéressant, parce que de toute façon ça change rien. Si Macron déclare la guerre à la Russie, vous croyez qu'il va vous demander votre avis ? Vous croyez qu'il va me téléphoner en disant Salut Rémi, t'en penses quoi du coup, on va se le taper poupoute ou pas ? Bah non, en fait non. En fait il s'en bat les couilles de mon avis. Donc moi je préfère aller vers le chaos, le sourire aux lèvres, tu vois. Parce que de toute façon si on doit aller vers le chaos, on ira. Et donc à mon avis, ceux qui ont passé un mauvais moment avant, ceux qui tirent la gueule, bah, je suis pas sûr que ce soit les plus déterminés à faire quelque chose ensuite. Donc en avant les amis, en avant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rigolons, de toute façon, soit on rigole et il se passe rien derrière, donc en vrai on a eu raison de passer du bon temps, parce que ça veut dire que au moins on a profité puis qu'il se passe rien. Soit on se mine la gueule, soit on passe du bon temps, on a le sourire. Et puis après, bon, bah, c'est le chaos. Oui, bah, c'est le chaos. De toute façon, qu'on ait le sourire ou pas, de toute façon, c'est le chaos. Donc, vous avez compris l'idée. Voilà, je pas vers 2000 trucs. Je suis toujours dans cette démarche de garder la banane. C'est une démarche de stoïcisme. On en parlera demain. On reviendra un peu en détail là-dessus. C'est le même raisonnement à chaque fois. Mais je trouve que ça fait du bien. Faut arrêter de se raconter des histoires parce que, in fine, ça renforce un pouvoir que nous prétendons combattre. Et moi, je trouve ça contradictoire, voire à un moment donné scandaleux. RSCar06 qui dit: tu devrais faire un sondage pour savoir qui est prêt à s'engager si on fait la guerre à la Russie. Parce qu'à mon avis, mais non, mais on s'en fout. Je suis désolé. Je te réponds un peu sèchement à RSCar06, mais non. Enfin, si t'as bien écouté ce que j'ai dit, ça fait très professoral. Si t'as bien écouté ce que j'ai dit, le sondage de est-ce que vous voulez aller à la guerre, ça contribue à la gravité, ça contribue à fabriquer la peur. Je veux dire, mais on s'en branle du sondage. Qu'est-ce que je vais faire mon sondage Twitch pour avoir 90% de gens qui disent ah non, je veux pas y aller. Ben merci, moi non plus. Non, on s'en fout. Enfin, tu vois, c'est l'inverse en fait de ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir. C'est qu'à un moment donné, arrêtons de nous raconter des histoires. C'est n'importe quoi. On a envie de jouer, on a cette envie en fait de gravité presque. Et on en a déjà parlé, mais
dans la sphère alternative, pas que les médias, dans la sphère alternative sur le plan politique, sur le plan médiatique, même sur le plan citoyen, les citoyens qui ont envie de discours alternatifs, je ne comprends pas comment aujourd'hui on continue à se miner la gueule avec les dingueries de Macron. Alors qu'on a compris, alors que pendant le Covid, les mêmes gens qui aujourd'hui te disent c'est grave, on va vers la guerre, pendant le Covid, on n'avait que des gens, ces mêmes gens te disaient ah mais de toute façon ils jouent à nous faire peur, il n'y a pas à avoir peur d'une grippe. Mais attendez, c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes. Pourquoi on tomberait dans le même piège que vous avez réussi à éviter une première fois? Tu sais, c'est vraiment, il y a une flaque d'eau, tu la contournes, t'as oublié tes clés, pouf, tu sautes dedans. Tu dis, bah, attends, non, c'est con parce que t'étais tout propre. Donc, arrêtez, on se fend la gueule, et puis voilà, c'est tout. On pète dans l'ascenseur, ça c'est rigolo. Ça c'est bien. Puis derrière, on pète dans l'ascenseur, bon, bah, si l'immeuble pète à côté d'un missile russe, de toute façon... on t'en tiendra pas rigueur de ta flatulence. Donc voilà, finalement, ça se résumerait comme ça. C'est pas du Jean de La Fontaine, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous l'avais expliqué, ce soir je vais raccrocher les crampons un petit peu plus tôt parce que à 18h45 je serai chez l'ami Loup Divergent. Voilà, n'hésitez pas sur YouTube. L'émission s'appelle Rémi de Juste Milieu, c'est moi. Dans la gueule du loup, épisode 1 en plus. Donc ça fait plaisir. C'est, je viens inaugurer l'épisode. Donc on se donne rendez-vous là-bas pour papoter. Les copains, merci à Galride, ça fait plaisir. Je lis le petit message avant d'y aller qui dit... Merci Rémi pour le spectacle à Paris, c'était vraiment super, tu gères super bien l'interaction avec le public. J'espère que le prochain spectacle, il y aura un peu plus d'analyse réflexive. C'est un spectacle d'humour, c'est pas une conférence, mais on verra. En tout cas, force à toi pour la suite, merci beaucoup, cher ami. Voilà, merci les amis. Donc, on va raccrocher les crampons pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, évidemment, 16h45. Et on va continuer vraiment dans les réflexions un peu sympas. Moi, en ce moment, j'ai plus envie de faire des trucs graves. Je fais des trucs sérieux, mais j'ai plus envie de faire des trucs graves. Et même si je dois parler de sujets graves, j'ai pas envie d'en parler avec gravité. Parce que, à un moment donné, la gravité rajoutée à la gravité, ça sert à rien. Sinon, à nous rendre impuissants, à nous pousser à baisser les bras. Et donc, faire le jeu de ce système-là. Donc, demain, on reparlera de philosophie. Avec cette fameuse question qu'on entend beaucoup, je regarde plus les médias, ça me déprime. Eh ben, on va essayer de creuser tout ça ensemble. Pourquoi vous vous trompez? Voilà, j'en réponds comme de moi-même. 16h45 demain, les amis. Voilà, merci d'avoir été là. Rendez-vous chez Loup Divergent pour ceux qui veulent, c'est sur YouTube, tout à fait. Et puis sinon, je vous dis à demain. Je vous embrasse les amis. Vive la rigolade, vive la France.